sujet super important, le fer et votre santé. Je suis le docteur Sourire. On va parler en détail de ces métals tellement importants pour votre santé. On va aborder de A à Z tous les éléments en lien avec le fer. Mettez cette vidéo en favori, partagez à ceux que vous pensez que ça peut intéresser et dites-moi en commentaire ce que vous avez retenu. Alors le fer, c'est le numéro 26 du tableau périodique des éléments. Ce tableau qui comporte la plupart des éléments qu'on trouve dans la nature. Et on le voit ici, le fer numéro 26, ici présent. Le fer, on va l'aborder aujourd'hui avec l'alphabet de A à Z. On va parler premièrement A, absorption. L'absorption du fer alimentaire va s'effectuer principalement dans notre intestin grêle, la partie qu'on appelle le duodénum et le jéjunum. C'est vraiment le tout début ici, au tout début de l'intestin grêle. C'est à ce niveau que les entérocytes, qui sont les cellules de la muqueuse, vont permettre d'absorber le fer qui est dans l'alimentation. Ce qui est important de savoir, c'est que les humains ne disposent pas d'un système actif d'expression du fer. Et donc, l'absorption du fer va être ce qui détermine l'équilibre. Donc, parfois, on aura moins d'absorption, parfois, on aura trop d'absorption. Et c'est aussi ça qui va permettre de comprendre que dans certaines maladies, on a des défauts d'absorption. On reviendra sur cela dans les diapositives à venir. A comme anémie. Tout le monde a déjà entendu parler de l'anémie. L'anémie, c'est un terme qu'on entend souvent, mais qu'est-ce que ça signifie? L'anémie, c'est en fait une diminution du nombre de globules rouges circulant dans notre corps. Et pour parler d'anémie, on va utiliser un marqueur très facile à comprendre par tout le monde, c'est l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est cette protéine qui est présente dans notre corps et dans nos globules rouges. Et son taux d'hémoglobine est associé à une anémie s'il est en dessous de ces seuils. Si les hommes, par exemple, ont un taux d'hémoglobine moins de 130 grammes par litre, parfois vous verrez l'appellation grammes par décilitre. À ce moment-là, on parle de 13 grammes par décilitre. Chez les hommes, en dessous de ça, on va parler d'anémie. Chez les femmes, on va avoir un taux plus bas, moins de 120 grammes par litre ou moins de 12 grammes par décilitre. Pendant la grossesse, on aura aussi des taux qui sont un peu plus bas. Au premier et au troisième trimestre, moins de 110 grammes par litre. Et après l'accouchement, 120 grammes par litre. Donc en dessous de ces seuils, on parle d'anémie. Chez les enfants, les seuils sont différents selon l'âge. Les nouveau-nés, par exemple, ont des taux d'hémoglobine très élevés. Un bébé, par exemple, à la naissance, peut avoir un taux d'hémoglobine qui va jusqu'à 240 grammes par litre. Souvent, les bébés nés sont souvent avec des extrémités très rouges vifs. Ils sont très, très riches en globules. Et puis, au fil du temps, après la naissance, ces globules vont diminuer. L'espérance de vie d'un globule rouge, c'est 3 à 4 mois, 120 jours. Cette hémoglobine assez abondante de la naissance va diminuer. Et vers 3 à 4 mois, les bébés auront un taux très bas d'hémoglobine et ensuite, ils vont commencer à produire des globules rouges pour prendre le relais. Ensuite, comme on le voit, le taux bas ici peut atteindre jusqu'à 100 autour de l'âge de 3 mois. Et puis vers 6 mois, on aura la tolérance autour de 95 et en dessous, on parle d'anémie. Et vers 1 an, 6 ans, on peut avoir des taux à 95. Et puis 6 ans, 18 ans, autour de 100. Donc en dessous de ce seuil que vous voyez, on parle d'anémie. Alors c'est important d'avoir ces normes pour pouvoir bien comprendre lorsqu'on parle d'anémie chez un enfant, chez un adulte, chez une femme, chez un homme. B, la lettre B, on va parler des besoins. Alors le fer est important, donc on a des besoins chaque jour pour utiliser pour nos cellules. Ces besoins vont varier selon l'âge, selon le sexe, selon notre état physiologique. Par exemple, les enfants, les jeunes enfants ont des besoins beaucoup plus élevés que les enfants plus grands. Les femmes ont des besoins plus élevés, surtout en âge de procréation. Celles qui sont menstruées ont des besoins en fer plus élevés que les femmes, par exemple, à la ménopause. Sur ce tableau, je vous ai mis les apports recommandés en fer. Je vous mettrai la référence dans les commentaires de cette vidéo. Et donc, vous voyez que par exemple, chez un nourrisson de l'âge de 7 à 13 mois,
on a besoin d'environ 11 mg par jour de fer. Et plus l'enfant grandit, plus les besoins varient. Chez une adolescente, femme ici, 15 mg par jour de fer sont nécessaires pour assurer un bon équilibre au niveau de notre santé pour ce qui concerne l'utilisation de fer pour les différentes fonctions biologiques dont on va parler tout à l'heure. Et chez les femmes qui allaitent, ici, on a des fonctions des apports de fer qui peuvent aller jusqu'à 18 mg par jour, donc qui sont quand même importants. Chez les végétariens, un point important à noter, c'est que les végétariens auront besoin de fer avec, surtout par exemple chez les femmes végétariennes de 14-18 ans, des besoins très importants, 26 mg par jour de fer, et les végétariennes femmes de plus de 50 ans, 33 mg de fer. Donc les apports de fer sont beaucoup plus élevés chez les personnes végétariennes. C'est comme carence. Donc on parle de carence en fer lorsque la quantité de fer nécessaire à l'organisme ne peut être satisfaite en raison de certains problèmes. Donc par exemple, on peut avoir des pertes de sang, on reviendra dessus. On peut avoir un apport alimentaire insuffisant en fer. Donc lorsque tout ceci s'observe, on a une carence. Donc une carence en fer va avoir des manifestations, des signes cliniques. Il faut savoir qu'un tiers de la population mondiale souffre de carence en fer. Et donc les nourrissons, les personnes âgées, les femmes sont, notamment celles en période de menstruation, plus à risque de carence et aussi pendant la grossesse. Alors, lorsqu'il y a une carence en fer, il y a plusieurs signes qu'on observe. On peut avoir de la faiblesse au niveau des muscles, on peut avoir de la pâleur, on peut avoir de l'essoufflement, on peut avoir le cœur qui bat vite, on peut avoir des maux de tête, des vertiges, les ongles fragiles, les cheveux cassants. On peut avoir des problèmes au niveau de la lèvre, au niveau de la langue. On peut avoir aussi des problèmes, ce qu'on appelle le pica. Donc le pica, c'est cette envie de manger certaines choses. Et on verra par exemple que les personnes qui ont cette carence en fer, certains vont se mettre à manger des aliments, des choses qui viennent de la terre. On parle de la géophagie. On aura aussi des personnes qui vont manger, par exemple, de la glace, la pagophagie. Donc la pica, c'est quelque chose, on reviendra dessus dans une autre vidéo, et on l'observe souvent associé à la carence en fer. Et par exemple, la consommation d'argile peut augmenter encore ce problème de carence en fer. Donc c'est un cercle vicieux qu'on observe. D, comme la diète. Donc l'alimentation, les apports alimentaires en fer sont importants pour suppléer aux besoins. Tous les aliments n'ont pas la même quantité d'apport en fer. On le voit ici sur ce tableau que la source la plus élevée en fer, c'est le foie par exemple, le boudin. Après, il y a certaines céréales qui apportent du fer, les graines de sésame, graines de luzerne, mais c'est des choses qu'on ne va pas manger en grande quantité. Donc, proportionnellement, les sources les plus riches en fer, ce sont les aliments qui proviennent des animaux. Donc, on voit ici que les viandes rouges en particulier, apportent beaucoup de fer. Donc, c'est important de penser à cette source alimentaire. On verra aussi quelles sont les autres choses qu'on peut faire pour apporter du fer dans notre alimentation. E comme érythropoïèse. Le processus de production des globules rouges dépend du fer. Donc cette érythropoïèse se fait dans la moelle osseuse, mais parfois peut se faire en dehors de la moelle osseuse dans quelques situations considérées comme pathologiques. Ensuite, F, le fer sous forme héminique ou sous forme non héminique. Donc le fer héminique, c'est celui qui provient des animaux, des aliments à base d'animaux, et le fer non héminique, celui qui provient des végétaux. Il faut savoir que le fer héminique est mieux absorbé que le fer non héminique, et c'est quelque chose qui est important aussi à noter. G comme globules rouges. 5 millions de globules rouges par millilitre de sang, une taille de 7 micromètres, c'est tout petit, une forme biconcave, donc c'est des formes en disque, il n'y a pas de noyau, et donc ça permet à ce globule rouge d'avoir tout l'espace pour transporter l'hémoglobine qui est abondante dans les globules rouges, va permettre de fixer le fer, on reviendra dessus tout à l'heure. Les globules rouges ont une durée de vie de 120 jours, elles sont produites dans la moelle osseuse, vont circuler dans le sang, puis aller ensuite terminer leur parcours de vie dans la rate et le foie,
Et ensuite, après destruction, l'usine du corps humain va récupérer les déchets pour produire d'autres globules rouges. Et ça fait un cycle continu ainsi. G comme grossesse. Les besoins en fer vont augmenter de façon importante pour permettre de soutenir le développement du fœtus. Donc pendant la grossesse, on a des besoins en fer très importants. H comme hémoglobine. Le fer est essentiel pour la production d'hémoglobine. Cette protéine qui transporte l'oxygène vers les cellules. Ici, on voit sur ces schémas l'hémoglobine avec les 4 chaînes de globines. Donc, on a les chaînes alpha et les chaînes bêta. Donc, il existe plusieurs types d'hémoglobine. L'hémoglobine fœtale avec 2 chaînes alpha et 2 chaînes gamma. L'hémoglobine adulte qui ont 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta. L'hémoglobine S qu'on voit chez les personnes drépanocytaires avec des chaînes bêta qui sont anormales. Alpha-thalassémie avec des chaînes alpha qui sont anormales. Bêta-thalassémie avec des chaînes bêta anormales. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'hémoglobine glycosylée. Donc, lorsque l'hémoglobine fixe le sucre, on a donc cette hémoglobine glycosylée qui, si elle est très abondante, on le voit chez les sujets qui sont, par exemple, diabétiques, on va avoir à ce moment-là un marqueur pour surveiller l'équilibre du diabète. Ensuite, l'hémoglobine va aussi fixer d'autres choses, notamment le CO, donc le monoxyde de carbone, le NO et le CO2, le dioxyde de carbone. Donc l'hémoglobine est essentielle pour notre santé. H est aussi pour l'hématocrite, qui est en fait le volume occupé par tous les globules rouges sur un volume total de sang. Donc on utilise l'hématocrite en pourcentage. Chez les hommes, par exemple, l'hématocrite normal, c'est 40 à 50%, et chez les femmes, l'hématocrite normal, 37 à 48%. H, c'est aussi l'hémochromatose, une maladie génétique qui entraîne une surcharge en fer. On fera une vidéo spécifiquement sur cette maladie. Notez bien H comme hémochromatose. Ensuite, I comme interaction. Donc, l'absorption du fer peut être influencée par certains aliments et aussi certains médicaments. I, c'est aussi inflammation. Les états inflammatoires vont modifier les indicateurs de fer qu'on peut doser dans le sang. En particulier, un qu'on appelle la ferritine qui, lorsqu'il y a une grande inflammation, peut circuler de façon très abondante dans le sang. Donc, hyperferritinémie, lorsque le taux de ferritine est très élevé. J, comme les jeunes enfants. Donc, les jeunes enfants ont des besoins très élevés en fer pour soutenir leur croissance. Et c'est quelque chose qui justifie justement des apports et des supplémentations, car à l'échelle mondiale, il y a beaucoup de pays où les enfants sont carencés en fer. La carence en fer va nuire aux apprentissages, nuire au développement et puis avoir des retards d'acquisition au niveau des connaissances de fait de cette carence en fer. Donc, c'est un élément très important. K comme les cellules de Kupfer qui dans le foie jouent un rôle important en lien avec le métabolisme du fer. L pour Loci Iron Fish. Donc, lorsqu'on a des personnes qui ont des risques de carence en fer, on peut utiliser des marmites qui sont en fer pour utiliser ça pour cuisiner. Et le Loci Iron Fish, c'est quelque chose qui se vend, c'est du fer qu'on peut mettre dans la cuisson et qui va se déliter, qui va apporter ainsi du fer dans votre alimentation. Donc, c'est super important. Donc, il y a plusieurs études qui ont été faites qui montrent que ça apporte du fer de façon naturelle et ça permet de limiter les carences en fer chez les enfants. L comme la lactoferrine. Lactoferrine, c'est une glycoprotéine qui lie le fer et joue un rôle dans la réponse immunitaire. Donc, la lactoferrine a aussi été utilisée comme un moyen de supplémenter en fer pour corriger l'anémie. Donc, c'est quelque chose qui est important aussi à suivre. M comme métabolisme. Le corps va réguler l'absorption du fer pour répondre à ses besoins. Et comme on le voyait plus haut, le corps n'a pas de mécanisme d'élimination du fer. C'est plutôt au niveau de l'absorption que ça va réguler par rapport aux besoins. Et c'est pour cette raison que les carences sont très facilement observées, surtout lorsque les capacités d'absorption sont limitées. N comme nutrition. Une alimentation diversifiée va permettre de couvrir les besoins en fer. Attention,
justement aux catégories d'âge et aussi au régime, notamment chez les végétariens. Ou comme oxygénation, le fer va transporter l'oxygène pour amener à travers les globules rouges vers les tissus. P, les pertes. Alors les pertes en fer sont essentiellement observées dans deux situations. Il y a les pertes qui sont digestives. On voit par exemple ici un cas d'un polype. On peut avoir des personnes qui ont des cancers du côlon. On peut avoir des personnes qui ont des maladies inflammatoires de l'intestin. On peut avoir des personnes qui ont une maladie cœliaque avec des pertes en fer, mauvaise absorption. Donc la voie digestive est vraiment importante et c'est une des choses qui fait que souvent lorsqu'on voit un patient avec une anémie par carence en fer, on va bien investiguer les causes. Ça peut être des malformations vasculaires. Il y a beaucoup de maladies digestives qui peuvent donner les carences en fer. Ça peut être vu à l'œil, donc on parle d'un saignement macroscopique, on le voit à l'œil, ou ça peut être tellement discret qu'on ne le voit qu'en faisant des tests au niveau des selles. On parle d'un saignement microscopique. Ensuite, il y a les pertes gynécologiques en lien avec les menstruations. Donc, lorsque les femmes sont en âge d'être menstruées, elles vont pouvoir perdre du sang de façon naturelle, environ 30-40 millilitres, ça représente à peu près 3 cuillères à soupe à chaque cycle menstruel. Mais parfois, certaines femmes vont avoir des pertes tellement abondantes que alors on va parler de ménorragie. Et dans ce contexte-là, ici, on a par exemple des outils qui permettent de voir si elles utilisent des serviettes, les quantités qui sont imbibées ou les tampons et voir si cette grille qui a été éditée par la Société canadienne de l'hémophilie, si le score dépasse un certain seuil. Par exemple, si on a plus de 100 points dans la grille lors d'un cycle menstruel, on va parler effectivement d'une ménorragie probable. Donc c'est un outil important que les jeunes filles et les jeunes femmes menstruées pourraient utiliser pour évaluer leur état en lien avec les pertes menstruelles. P, c'est aussi la prévention. Consommer suffisamment de fer à travers une alimentation est crucial. Et un des modes aussi de prévention, c'est à la naissance, lorsqu'on va faire le clampage retardé du cordon pour permettre à ce bébé d'avoir un petit peu plus de sang qui passe du placenta vers son corps. Et ça fait quand même une différence chez certains bébés. Q, comme qualité de vie. Une carence en fer va avoir des impacts importants sur la santé, sur l'énergie, sur le bien-être. Et donc, ça peut gêner de façon majeure la qualité de vie. C'est un élément à faire attention, ces personnes qui sont fatiguées, chroniquement fatiguées, de bien faire attention à leurs réserves en fer. Et justement, R pour les réserves. Donc, il y a des outils qu'on utilise pour évaluer les réserves en fer, en particulier la ferritine, qui est le marqueur du stockage du fer. C'est un peu comme notre compte d'épargne, parce que lorsqu'on dose le fer sérique, le fer qui circule, on va parler un peu du compte échec. Et lorsqu'on dose la ferritine, on parle du compte d'épargne. Et ça permet de montrer quelles sont nos réserves. Cette ferritine, dans situation normale, ne devrait pas être très élevée, parce que lorsqu'elle est très élevée, ça peut être un marqueur d'un état inflammatoire ou un marqueur de l'hémochromatose, dont on reviendra dans une autre vidéo. Alors, S symptômes, les symptômes d'une carence en fer et d'une anémie: fatigue, essoufflement, pâleur, vertige, malaise, maux de tête, problèmes de concentration, problèmes d'apprentissage pour les enfants, des douleurs musculaires, baisse d'appétit, tachycardie, essoufflement, problèmes à la poitrine. Parfois, il peut y avoir des infarctus du myocarde chez des personnes qui ont déjà un cœur fragile, des problèmes des fanères, cheveux, peau, ongles, l'appétence pour certains aliments. Donc, ces symptômes devraient être à connaître. S, c'est aussi les suppléments en fer qui peuvent être nécessaires pour certains groupes à risque. Il y a plusieurs types de suppléments qu'on peut observer. Il y a les suppléments oraux et il y a les suppléments injectables. Donc, c'est quelque chose qui est aussi important à savoir. Lorsqu'on prend des suppléments en fer, ça donne des colorations noires au niveau des selles. Parfois, ça fait paniquer les personnes. C'est vraiment un élément important. À distinguer toutefois du méléna, qui est des selles noires, mais en lien avec un saignement intestinal. T, la transférine, la protéine qui transporte le fer dans le sang. Et lorsqu'on va faire des bilans, on va doser le coefficient
de saturation de transférine pour voir si ce transporteur est tellement saturé, c'est parce qu'il y a beaucoup de fer, ou s'il n'est pas assez saturé, c'est parce qu'il manque de fer, donc il voyage à vide. C'est comme un autobus qui voyage sans remplir son bus de passagers, c'est parce qu'il manque du fer. Donc le coefficient de saturation, quand il est bas, c'est parce qu'on a une carence en fer. T, c'est pour transfusion. Donc il y a des situations où l'anémie va être tellement importante et lorsqu'on apporte du fer par la bouche ou bien par une perfusion, ça n'arrive pas à corriger l'anémie. À ce moment-là, une transfusion peut être nécessaire. C'est parfois nécessaire aussi lorsqu'il devient urgent de corriger l'anémie. Sinon, on va privilégier en général d'apporter du fer. Parfois par voie veineuse, ça marche super bien. U comme utilisation, le fer va être utilisé par les cellules du corps, mais aussi par les bactéries qui nous habitent. Ça, c'est un élément important. V comme volume globulaire moyen. Donc, le volume globulaire moyen, c'est le volume des globules rouges qui ne devrait pas être très maigre ni très dodu. Lorsqu'un globule rouge est très dodu, on parle de macrocytose. Lorsqu'il est très maigre, on parle de microcytose. Et dans les microcytoses, à part les carences en fer, il y a certaines maladies génétiques comme les thalassémies qui peuvent donner des globules rouges de petite taille. Donc microcytose. Donc idéalement, on devrait avoir un volume de 80 à 90 et on parle de normocytose lorsque les volumes de globules rouges sont normaux. Les végétariens, on revient sur ça. V, végétarien, attention aux apports en fer. Et W, what? Dites-moi, what? Et X, xérophagie. Ce sont des personnes qui mangent des substances qui ne sont pas nutritives, comme la terre, le papier. Donc, c'est un signe de pica et les personnes qui ont ces comportements alimentaires peuvent avoir de l'anémie et une carence en fer. Y pour les yeux, la sclère bleutée, un signe de carence en fer parfois méconnu. Ici, on a un œil avec une sclère qui est bien blanche. Ici, on a une sclère bleutée. Donc, c'est quelque chose qui est un élément important. Donc, les yeux nous renseignent beaucoup sur l'anémie. Lorsqu'on voit une pâleur des conjonctives, c'est un élément qu'on regarde en soulevant la paupière pour voir la conjonctive et voir la coloration. Et Z pour le zinc. La prise de suppléments en zinc peut gêner l'absorption du fer et c'est un élément important. On en reparlera aussi du zinc lorsqu'on parlera du cuivre et de la maladie de Wilson. Voilà, donc on a parlé aujourd'hui du fer numéro 26, du tableau périodique des éléments. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez retenu dans cette vidéo et parmi les éléments suivants, lesquels vous voulez qu'on aborde prochainement. Je vous propose de parler soit du magnésium, soit du zinc, soit du cuivre, soit du calcium ou d'autres. C'est à vous de choisir. C'était le Docteur Sourire pour vous servir. Prenez soin de vous et partagez cette vidéo. À bientôt.